que l'on a gagné en termes de stratégie anti-arythmique pharmacologique, eh bien alors là on est beaucoup plus déçus. Il y a eu cette tentative avec la dronédarone, mais malheureusement depuis 30 à 40 ans on est resté un petit peu au même point. Alors j'avoue que je te poserai une première petite question pour entamer la discussion à Walid. Est-ce que c'est la sensation que tu as, la place des antiarythmiques dans la fibrillation atriale? Est-ce qu'il faut être déçu? Est-ce qu'il y a encore une place aux antiarythmiques? Est-ce que les antiarythmiques peuvent être maniés de façon relativement simple? Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de précautions? Voilà quoi. Quel est ton sentiment? Est-ce que tu as, comme moi, un sentiment un petit peu de déception en disant oui, gros progrès en termes antithrombotiques, mais en termes antiarythmiques, c'est moyen quoi? La déception, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu un nouvel antiarythmique, à l'exception de la dronédarone qui malheureusement n'est pas remboursée dans notre pays. Mais donc finalement, on est déçu en termes de disponibilité de ces antiarythmiques, d'efficacité. Et rien que, moi j'aime bien, hein, si tu regardes en détail dans les recommandations européennes, les dernières, il y a écrit que le choix des antiarythmiques doit être avant tout guidé par la safety, la tolérance du traitement, plutôt que par l'efficacité. D'emblée, c'est bien écrit, et que cette tolérance est limitée, et que cette efficacité est limitée. Et en termes d'antiarythmique, donc la dronédarone, je crois qu'on a arrêté, on a cessé de la rembourser, c'était en 2012 hein, de mémoire. Est-ce qu'il y a eu des changements, justement, tu parlais des recommandations de 2020, entre 2020 et 2016, les recommandations ont eu un regard un peu différent en termes de médicaments antiarythmiques? Quels ont été les changements? Moi, je dirais les deux gros changements que je vois dans ces recommandations, c'est d'abord dans la prise en charge de l'AFA sans cardiopathie, c'est l'amiodarone n'y est plus. Donc ça déjà, je trouve que elle n'est plus dans les stratégies qu'on propose. Or, en pratique, on voit que c'est encore largement utilisé. Tu veux dire que l'AFA sur cœur sain, c'est vrai que tu as raison, dans cette figure, l'amiodarone a complètement disparu de l'arsenal thérapeutique dans ce contexte-là. Je pense parce que le rapport efficacité-tolérance n'est pas favorable. Il y a le risque d'effets secondaires au long cours est important. Moi, je dis toujours aux patients, si vous prenez l'amiodarone pendant 10 ans, vous êtes sûr de tirer un effet secondaire, je ne sais pas lequel, mais vous n'en tirez rien. Au bout de 10 ans, vous n'en aurez rien. Sur le court terme, c'est génial, ça rend service, mais sur le long terme, vous n'en tirez rien. Donc ça, c'est le premier que je vois. Et le sotalol, c'est la deuxième discussion, le sotalol a été déclassé. Hein. Alors le sotalol maintenant, comme tu as vu dans les recommandations, il est en grade 2B. Ça veut dire plutôt éviter. Et c'est tiré de quoi? C'est tiré de plusieurs registres de vie réelle qui montrent que finalement ce médicament est associé à un certain nombre d'effets secondaires et que finalement il devrait être surveillé de manière très attentive, le QT, même la créatinine, la fonction rénale, plein d'éléments de surveillance qui finalement, on se rend compte, sont très peu réalisés en vie courante. Bon, un cardiologue, il faut un ECG, mais qui fait un examen biologique à ces patients sur sotalol? Je pense que très peu d'entre nous. Et donc finalement, le sotalol est déclassé. C'est vrai que le sotalol a quand même des toxicités sur le QT qui n'est pas vraiment surveillé. Ouais. Et on voit pour les populations un peu âgées qui sont hospitalisées, qui ont des troubles métaboliques, voire d'autres médicaments qui allongent le QT, il y a des problèmes de vigilance sur la surveillance de ce traitement. Ouais. D'où les effets secondaires. Voilà. Surtout que pour être efficace, il faut quand même des doses. Et des bonnes doses. Ouais. Il faut des vraies doses de sotalol. Moi, je rajouterais aussi que depuis quelques années, depuis 10-15 ans, les cardiologues sont quand même plus à l'aise aussi avec la flécaïne. Il y a pas mal de temps, il y avait une certaine frilosité sur la flécaïne suite à CAST avec les cardiopathies ischémiques. Et donc, les gens se sont un peu appropriés ce traitement aux dépens, heureusement, de la cordarone. Donc, il y a eu une démocratisation de la fléca aussi. Frédéric, tu avais une... Oui, juste une petite remarque pour compléter ce que vous êtes en train de dire. Je trouve aussi qu'en France, on est les rois du médicament et qu'on aime beaucoup les médicaments. Et quand on compare notre attitude vis-à-vis de l'introduction des traitements antiarythmiques, on voit que ce qui se passe en Allemagne et dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus rigoureux que nous vis-à-vis de l'introduction des traitements. Et que lorsqu'ils introduisent un traitement, ils font un électrocardiogramme à 72 heures, comme il est recommandé habituellement dans les recommandations. Hein. Et il y a une surveillance électrocardiographique. Et j'ai même discuté avec des collègues allemands où ils hospitalisaient pour introduire des traitements antiarythmiques. Donc nous, on est pourtant un des pays qui avons l'antiarythmique assez facile.
Et pour autant, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les recommandations, ces antiarythmiques sont plus ou moins déclassés, notamment pour l'amiodarone et le sotalol en ce qui concerne les patients qui n'ont pas de cardiopathie sous-jacente. Et alors, comment vous avez interprété, j'ai trouvé intéressant les résultats de IST-AFNET. Le IST-AFNET, c'est un peu un affirme des temps modernes. Comment vous avez analysé la différence entre affirme dans les années 2000, qui est quand même un essai contrôlé randomisé montrant sur plus de 4000 patients de mémoire que la stratégie antiarythmique n'avait pas de bénéfice significatif par rapport à une stratégie simplement de contrôle de la fréquence ventriculaire, et IST-AFNET qui, quand même pour la première fois en 2020, 20 ans après, est capable de montrer un bénéfice sur un endpoint très global de cardiovasculaire, alors que les patients qui étaient dans cette stratégie antiarythmique ont bénéficié d'une ablation dans 15-20% des cas, je veux dire. Donc, est-ce que vous voyez plutôt un message bénéfique dans ces nouvelles données qui souligne probablement le fait que les antiarythmiques sont utilisés de façon plus précautionneuse, en prenant en compte le substrat sous-jacent? Quel a été quand vous avez lu ces résultats de IST-AFNET à l'ESC dernier, c'était en septembre dernier, quel a été votre ressenti et votre interprétation? Moi, je pense que déjà, c'est le délai de début du traitement. Dans l'étude IST-AFNET, le traitement est débuté précocement. Si ma mémoire est bonne, tu me corrigeras, il me semble que c'est dans les 30 premiers jours. Donc, en fait, ça évalue une stratégie de contrôle du rythme précoce versus une stratégie, finalement, uniquement de contrôle de fréquence. Et donc, moi, je pense qu'il y a un réel effet du retour précoce en rythme sinusal, l'AFA favorisant l'AFA. Après, concernant la stratégie antiarythmique par elle-même, il y a de la dronédarone qu'on n'a pas. Et puis l'ablation, il n'y avait que 20% des patients qui ont eu de l'ablation. Donc ce n'est pas une étude qui compare ablation versus pas d'ablation. Il y a 20% des patients qui ont eu une ablation. Donc je dirais, pour moi, mon interprétation, c'était l'effet du délai, prendre en charge précocement l'AFA pour le faire revenir en rythme sinusal. Toi, Nicolas? Moi, je trouve que c'est finalement le reflet de la pratique peut-être globale en cardiologie dans les pays, en Europe, tout simplement, et avec la part progressive de l'ablation et une maîtrise peut-être un petit peu meilleure justement des antiarythmiques. Après, c'est vrai qu'on avait pris un peu cette douche froide avec Affirm, où il y avait une défaveur sur les antiarythmiques avec les complications qui tiraient l'étude dans le mauvais sens, quoi. Et vous pensez que le troisième argument qui serait de dire que maintenant on fait beaucoup plus attention au substrat sous-jacent et on a vraiment au milieu de notre cerveau, quand on parle de l'AFA, on comprend que l'AFA c'est qu'une conséquence d'une maladie, qu'elle soit visible ou non. Moi vous rigolerez, mais nous par exemple quand on fait le staff le matin, c'est vrai qu'on a une proportion dans le service de FA sur cœur sain, on est complètement hors ratio. Tout ça parce qu'il y a plein d'hypertendus qu'on n'a pas identifiés. Et je pense que quand même la différence, c'est que ces 20 dernières années, on donne beaucoup plus de poids au substrat sous-jacent pour traiter la vraie maladie. Pas la FA, mais la vraie maladie. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je trouve que aussi dans notre pratique, dans les recommandations, il arrive beaucoup l'intégration du patient. Et donc, quand on intègre le patient, on a l'obésité, on a le SAS, on a l'hypertension. Peut-être qu'avant, on prenait en charge la fibrillation atriale et c'est tout. Maintenant, on envoie le patient pour perdre quelques kilos, pour faire la polysomno, pour le dépistage du SAS et le traitement. L'attention, on est probablement plus vigilant et du coup, on choisit probablement mieux les traitements. Ouais. Et puis, il y avait les termes qui ont disparu. FA isolé ne devrait plus être utilisé, par exemple. Je trouve que c'est bien. Il y a aussi l'évaluation du substrat. Ça fait partie dans des recommandations d'évaluer le patient et également évaluer ses comorbidités dont tu parlais. Donc ces dernières recommandations là-dessus, je pense, ont été extrêmement bien faites. C'est qu'elles ont vraiment raconté l'histoire d'une bonne façon en montrant l'importance de s'attaquer aux vrais problèmes aussi. Et comme tu dis, c'est vrai que probablement que ne pas laisser trop l'AFA évoluer, et là on rejoint des données fondamentales comme tu dis, l'AFA entraîne l'AFA et l'AFA entraîne un remodelage électrophysiologique puis même structurel qui va favoriser la persistance d'une fibrillation atriale est probablement un point tout à fait vrai. Éloi, oui, Frédéric. Juste une petite remarque sur ça. Vous ne pensez pas également qu'on est depuis 30 ans devenu un peu meilleur dans la gestion de ces patients qui font de la fibrillation atriale
et que le bénéfice qu'on tire dans le contrôle du rythme, c'est parce qu'on est meilleur à maintenir le rythme sinusal. Et si les patients vont mieux, c'est qu'ils passent plus de temps en rythme sinusal et qu'on est plus performant de ce point de vue-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que déjà après AFFIRM, il y avait une sous-analyse qui montrait que les patients tiraient bénéfice du maintien en rythme sinusal, même dans AFFIRM. Oui, tout à fait. On serait capable de donner le temps passé en rythme sinusal dans chacune de ces deux cohortes. Et dans les bras contrôle du rythme, on aurait probablement une différence. Tu as raison. Et c'est vrai que tu as raison que la sous-étude de AFFIRM montrait bien que le fait d'être en sinusal, tu avais des bénéfices. Donc on sait que c'est bon d'être en rythme sinusal. Par contre, les méthodes qui nous permettaient d'être en rythme sinusal, quand elles étaient mal employées, étaient soit insuffisantes, soit dangereuses. Et en ce sens, je trouve que l'ablation est arrivée quand même avec quelque chose d'intéressant, dans le sens où je permets de maintenir un rythme sinusal sans avoir d'effet pro-arythmique,